Chers internautes, chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de regarder la télévision C24+. Nous sommes déjà là ce jour pour le compte de votre magazine préféré, Noir sur Blanc. Noir sur Blanc, c'est votre magazine. Nous sommes là pour parler de l'actualité de la République démocratique du Congo. Noir sur Blanc, c'est votre émission. Noir sur Blanc, c'est une émission qui vous donne la parole. Alors, ce jour, chers téléspectateurs, chers internautes, nous allons parler sur quelques sujets d'actualité. Il s'agit de la comparution de Matata Ponyo, l'ancien Premier ministre, Augustin Matata Ponyo bien sûr. Et puis nous allons parler de l'affaire assassinat Chérubin Okende. Et puis le processus électoral sera de la partie et on va faire un clin d'œil sur la table ronde sur l'état des sièges. Et pour en parler, nous avons invité pour vous, monsieur, nous avons invité pour vous, euh, monsieur Freddy Chubwabwa. Il est avec nous sur ce plateau. Monsieur Freddy Chubwabwa, bonjour. Bonjour John Eli, Est-ce que vous êtes en bonne santé? par la grâce de Dieu, oui. Avec vous, nous allons parler de ce sujet. Et je pense que vous êtes le coordonnateur de Lucien. l'UCR, Oui. Union nationale, l'unité nationale congolaise. Oui. Alors, Monsieur Freddy, dans temps de jeu, nous allons parler de Matata Ponyo qui devrait se représenter ce matin à la Cour constitutionnelle. Bon, vous êtes un juriste. Quand quelqu'un qui est attendu à la Cour ne se présente pas comme la Cour constitutionnelle, la personne ne se présente pas à la Cour, quelle sera la suite? Est-ce que la Cour va continuer avec l'audience ou bien la Cour va attendre la personne? Écoutez, bon, merci. D'abord, vous avez donné la mauvaise interprétation de l'UCR ou la signification. C'est UCR, c'est l'unité congolaise pour la République Ah, et non plus l'unité nationale congolaise. congolaise. Ah, ok. Ok, merci beaucoup John Eli. C'est tout ce qui est sur les langues des Congolais et Congolaises. L'affaire Matata Ponyo qui défraie la chronique. Il a été justement invité par la justice congolaise. Comme vous le savez, la bonne gouvernance qui est un processus qui implique aussi la redevabilité et la justice qui est aussi les piliers de la bonne gouvernance fait partie aussi de la redevabilité. On ne peut pas avoir assumé de grandes responsabilités dans un si grand pays comme la RDC et puis s'échapper à cet exercice de la redevabilité et aussi vouloir entretenir des flous dans les textes de la Constitution pour se soustraire de cette responsabilité de vouloir être redevable devant la justice, parce que la justice est dite au nom du peuple congolais sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. Donc, c'est les lieux où M. Matata Ponyo, qui s'est dit être vraiment de la classe de la bonne gouvernance, devrait en tout cas montrer à la face du monde qu'il est capable d'être redevable par rapport à sa gestion de la Res Publica pendant une certaine période de la vie nationale. Aujourd'hui, M. Matata Ponyo est en train de nous faire croire que le texte, la Constitution notamment, a été érigé avec des lacunes intentionnelles pour notamment couvrir les koulounas en cravate
les gens qui ont occupé de plus hautes fonctions de ce pays resteraient peut-être des gens qui ne peuvent pas être interpellés par la justice, alors qu'au moment où nous parlons, il y a de personnes qui sont en prison parce qu'ils ont volé la poule. Et quand vous voyez la gravité des faits par rapport au voleur de la poule, qui peut-être a fait un peu souffrir une seule famille, mais on vous parle des millions, de 200 millions, de 150 millions, de 50 millions. Et il y a des gens qui croient que eux sont divins, ils sont descendus du ciel et qu'ils ne peuvent pas être interpellés parce qu'il y a des soupçons de quelques millions qui pèsent sur eux. Donc, je pense que cette façon de voir les choses, elle n'est pas bonne. Ou alors, il faut aujourd'hui, pour être honnête avec tous les Congolais, il faut faire sortir tous ceux qui sont dans les prisons aujourd'hui parce qu'ils ont volé la chèvre, parce qu'ils ont volé la poule, parce qu'ils ont été, parce qu'ils ont peut-être insulté. Il faut les faire sortir tous des prisons parce que ces gens-là n'ont pas commis les mêmes crimes que ceux qui sont en liberté. Être honnête aussi, c'est ça, répondre devant la justice. Monsieur Matata ne peut pas se faire passer pour avoir bien géré ce pays s'il est incapable de répondre de ses actes, s'il croit qu'il y a des dispositions, la Constitution érige un vide juridique par rapport à un juge naturel. Personne alors ne peut se soustraire de la justice par le motif qu'il n'a pas de juge naturel. Il y a un principe en droit qui dit les juges de la commission restent celui de la poursuite. Vous comprenez? Les juges de la commission, quand vous avez commis l'infraction, qui était votre juge? Mais c'est le même juge, ça c'est un principe du droit pénal qui est connu par tous les juristes. Et quand bien même on interprète les dispositions constitutionnelles en rapport avec l'article 163 et 164, quand vous lisez cette économie, cette disposition, et surtout dans l'article 164, on vous dit qu'il sera poursuivi à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Donc, ce qui veut dire qu'à l'occasion, en fonction et à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. La Constitution a été claire, même si on a érigé certaines dispositions par rapport aux immunités. Les immunités, d'abord, s'il faut parler des immunités. Les immunités. Maître Freddy, pour le moment, Matata ne s'est pas présenté. Qu'est-ce que la Cour va faire? La Cour va encore envoyer l'audience ou bien la Cour va... Écoutez, les juges sont conduits par l'équité et les procédures. Voilà. Il y a l'équité et le bon sens et la procédure en matière pénale. En matière pénale, ce ne sont pas les avocats qui vont vous représenter. En matière pénale, il faut que M. Matata intuitu personae se présente devant son juge naturel qui est la Cour constitutionnelle. Dans le cas où M. Matata ne se présenterait pas, on peut renvoyer l'audience à une date ultérieure, mais cette fois-ci, la Cour pourrait exiger qu'il soit amené de force. Et à ce moment-là, on va créer un acharnement. Matata n'a jamais été un poids lourd dans ce pays. S'il a été un gros poisson du FCC, mais il n'a jamais été un poids lourd, il n'a jamais été un politicien populaire. Aujourd'hui, M. Matata fait croire au monde que le procès Bukangalonzo a débuté depuis qu'il s'est prononcé comme candidat président de la République. Mais ça, c'est de la poudre au jeu. Je vais vous dire une chose. Le problème Bukangalonzo a commencé quand M. Ilunga Kamba s'est rendu
à Bukangalonzo pour faire l'état des lieux, pour voir ce qui s'est passé. C'est à ce moment-là qu'on va constater... Mais ce dossier n'est pas soulevé pour étouffer sa candidature à la Non, présidentielle. mais monsieur, est-ce qu'à ce moment-là, il y avait le problème des candidatures à la présidentielle? C'est pour cela que je reviens. Et il a été convoqué quand? En justice. Et à ce temps-là, il n'était pas au pays. Bien sûr, il n'était pas au pays. Il est rentré, soit disant qu'il vient affronter la justice de son pays. Alors, il y a eu une certaine interprétation de la Constitution qui a fait dire que la Cour constitutionnelle n'était pas en mesure, était incapable, la Cour constitutionnelle était incompétente pour pouvoir juger M. Matata Mponyo, ce qui n'a pas été réellement le vrai droit, parce que personne alors, par rapport au droit pénal, personne ne peut manquer son juge naturel. Et le droit pénal dit, les juges de la commission restent celui de la poursuite. Donc, dans ce cas-là, la Cour s'est ressaisie par ses propres mécanismes pour se déclarer compétent, parce que la Cour, cette fois-ci, la Cour veut corriger une chose. C'était de donner à un compatriote qui manquait son juge naturel, un juge naturel. Cela ne viole pas les dispositions de la Constitution. Et maintenant, aujourd'hui qu'il a son juge. Maintenant, le juge naturel est déjà là. Oui, maintenant qu'il a son juge. Si M. Matata est vraiment un homme honnête, qui sait lui-même, qui s'est dit qu'il est le pionnier de la bonne gouvernance, mais il n'a qu'à affronter la justice de son pays. Parce que jusque-là, M. Matata nage autour de la forme. On n'a jamais abordé le dossier dans son fond pour prouver qu'il était innocent. M. Matata devrait prouver devant la justice qu'il est innocent. C'est justement ça. C'est ce que les Congolais attendent. On n'attend pas ici qu'on nous dise « Oh non, la procédure, et vous voyez, il y a un vide juridique. » Non. Ici, il n'est pas question de venir nous raconter, de pouvoir utiliser son intelligence pour se soustraire de la justice. Mais ici, il faut utiliser son intelligence pour prouver son innocence. Donc, il y a deux choses différentes. Il ne faut pas aujourd'hui engager toute une gamme de juristes pour venir montrer à la face du monde qu'on sait comment contourner la Constitution, qu'on sait comment relever les faiblesses qui se trouvent dans la Constitution, justement pour s'échapper de son juge naturel. C'est ce qui est malhonnête. Même si, avec de si belles phrases, avec une si étonnante intelligence, on peut noir sur blanc démontrer avec toutes les dispositions à l'appui, mais c'est de la malhonnêteté. Parce que M. Matata devra avoir un juge naturel qui devra statuer sur ces actes qu'on lui reproche. Alors, nous dire que Matata est innocent, moi j'ai dit non, parce qu'il est autour, il se cramponne autour de la forme, alors que nous les Congolais, nous l'attendons dans le fond. Voilà. Nous voulons rencontrer M. Matata dans le fond. La justice congolaise veut rencontrer M. Matata dans le fond et non pas au niveau de la forme. Et voilà, nous avons compris, ça veut dire que si Matata ne se présente pas une fois, la deuxième fois, il sera amené man militaire. Oui, ça dépendra de l'appréciation du juge qui peut demander à ce que M. Matata soit amené de force devant son juge. À ce moment-là, il sera dans un état d'arrestation parce que sa fuite sera à craindre. Et voilà, c'est de la même façon avec les journalistes Peter Tchani ou bien c'est... Non, oui, c'est presque la même chose. Le journaliste Peter Tchani a été convoqué par le procureur pour venir répondre de certains actes ou de certaines informations données
donner une lumière autour de certaines informations. Mais il n'a pas voulu, dans un premier temps, coopérer avec la justice. Il s'est entêté, c'est ainsi qu'on était venu le prendre de force. Mais j'ai appris qu'il a été relaxé après qu'il ait donné les informations qui étaient demandées par la justice. Donc, la justice, comme beaucoup actuellement, et surtout les gens qui sont en mal de positionnement, veulent assimiler notre justice à un instrument de répression du pouvoir. J'ai dit non. Aujourd'hui, on n'a pas intérêt de poursuivre un opposant et surtout que tous les opposants sont en perte de vitesse. Il n'y a pas d'opposants actuellement. Tous ceux qui sont là, il n'y a qu'une opposition de médias, une opposition fortement médiatisée. Mais sur le terrain, il n'y a pas l'adhésion de la population à cette opposition. Donc, c'est le cas avec Matata, c'est le cas qui était avec Peter Tiani, qui a été ramené de force. Vous avez bien éclairci de ce côté-là parce que il y a beaucoup de personnes qui disent que Peter Tiani a été amené manu militaire sans convocation, sans quoi. Non, est-ce qu'il avait eu la convocation avant il a eu plus d'une convocation avant. Il a été appelé. Et il n'a pas voulu répondre. Il n'a pas voulu répondre. C'est pourquoi il a été amené. Il a été amené brutalement. Que celui qui a le contraire vienne sur ce plateau dire le contraire de ce que je dis. Alors, il a été amené brutalement parce qu'il n'a pas voulu coopérer. Okay, et il a été, j'ai appris en dernière minute qu'il a été relaxé. Il a été relaxé. Et comme nous sommes sur Peter Tiani, alors il y a une question qui va tomber sur le dossier Chéribon Okinde. Monsieur Freddy Chibobois, après combien de temps les enquêteurs vont faire leurs enquêtes pour nous dire la vérité sur la mort de Chéribon Okinde? Oui, je crois que la preuve, on dit en droit que la preuve est l'âme du procès. Les enquêteurs ont été sur les lieux des crimes. Ils sont en train de remonter les filières. C'est ainsi que vous avez vu les Peter et les autres sont invités parce qu'ils ont plusieurs éléments qui concourent à l'éclatement de la vérité. L'effet est là. C'est-à-dire, M. Chéribin Okinde a été tué et son cadavre existe. C'est ça le fait. C'est ce qui prouve l'assassinat. L'acte matériel a été posé. Maintenant, il faut remonter les filières à partir de l'endroit où on a retrouvé les corps pour savoir qu'est-ce qui s'est passé au juste pour que M. Okinde soit mis à mort. C'est ainsi que on regroupe des informations, on convoque des personnes, il y en a qui sont déjà aux arrêts. Tout cela, c'est pour reconstituer les pièces de puzzle, afin de faire éclater la vérité. S'il y a eu quelqu'un qui était passé aux aveux, l'affaire se serait clos. Bien sûr que d'autres enquêtes pouvaient continuer. Mais personne jusque-là n'est passé aux aveux pour dire que non, moi, je suis l'auteur de ce crime. C'est alors qu'on fait intervenir la médecine légale. La médecine légale, c'est avec l'autopsie et d'autres éléments pour justement déterminer les conditions dans lesquelles Chéribin a été mis à mort. Et parfois, on peut retrouver, avec la médecine légale, il y a possibilité de pouvoir aller même retrouver des empreintes digitales, les empreintes de personnes, des empreintes qui peuvent nous conduire à retrouver les auteurs de ces crimes. Alors, nous avons suivi un certain nombre d'éléments selon lesquels Monsieur Chéribin, j'ai suivi que les enquêteurs ont dit que c'était dans une information sur la presse écrite, qu'il y a eu un certain nombre d'éléments qui sont en cours d'être donnés, où on dit par exemple qu'il n'a pas été tué par balle, il a été tué et puis et ensuite la balle a été tirée pour dissimuler, c'est-à-dire que y a la médecine légale va nous donner de preuves réfutables
qui vont aider les juges à forger sa conviction pour devoir orienter le procès et retrouver finalement les coupables. Mais ce qui est aussi inquiétant, hein, est que quand vous remontez en amont, vous allez comprendre que on a voulu, hein, d'après les informations, on a voulu que, d'après ceux qui ont donné les premières informations, ils ont toujours parlé de la Cour constitutionnelle. Pour faire de la Cour constitutionnelle les liens du crime ou d'un certain enlèvement. Je le dis sous réserve. Alors que, quand vous suivez, que c'était le 13 que M. Chéribin était invité, les 13 ou les 14 où il était invité à la Cour constitutionnelle. Mais lui est venu un jour avant. Ça, nous allons tous le vérifier. M. Chéribin est venu un jour avant la date de son invitation. C'était pour demander le report. Et à mon humble avis, je sais que c'était par sa propre initiative qu'il vient à la Cour constitutionnelle. C'était de sa propre initiative. Parce que quand quelqu'un vient un jour avant les jours d'invitation, c'est-à-dire que c'est de lui-même qu'il vient. Alors, qui était au courant ce jour-là que M. Chéribin allait venir à la Cour constitutionnelle? Je ne pense même pas que le procureur était au courant. Vous comprenez? C'est lui qui l'avait invité, était au courant qu'il allait venir. Parce qu'il est venu de ça. C'est-à-dire qu'il n'y a que peut-être son entourage qui savait qu'aujourd'hui, là, nous irons à la Cour constitutionnelle donc pour demander ses services à lui, qu'il savait. Et ses proches, sa famille et tout, qui savaient qu'il allait à la Cour constitutionnelle. Parce que c'était de sa propre initiative. Voilà. Alors, il y a aussi un élément important. Et qu'ils sont venus à la Cour constitutionnelle à 11h, à 12h. Et puis, le garde du corps est revenu, les gardes du corps ou les chauffeurs, et le garde du corps est venu à la Cour constitutionnelle à 20h. Et puis, le matin à 8h. 4 fois à la Cour constitutionnelle. Bon. Et de deux, il a dit, c'est la même personne qui a dit que M. Chéribin, d'après les informations, c'est le garde du corps qui a dit à 16h, qui a appelé les gens, notamment Peter Tchani en premier, pour lui dire que non, le vieux, semble-t-il, n'est pas là, je ne l'ai pas retrouvé, et tout, j'ai essayé de chercher, hein, mais il semble que, d'après l'audio que tous nous avons suivi, il semble qu'il serait enlevé. Mais lui n'a pas déterminé les conditions de l'enlèvement. Mais il a au moins affirmé qu'à la Cour constitutionnelle, on lui a dit par les gardes qui étaient là que le véhicule avait pris une certaine direction, c'est sorti petit à petit. Mais ma plus grande question, il y a eu un communiqué, je ne sais pas moi, de l'ensemble ou quoi, où on dit qu'il a été enlevé à 14h. Voilà. Non. Il a été... Non, moi je pense que ce n'est pas un problème d'heure. Il a été enlevé par des personnes fortement, lourdement armées. Voilà. C'est ça ma question. Qui leur a donné l'information que les gens qui l'ont enlevé étaient lourdement armés? Et qui leur a dit qu'il a été réellement enlevé? Donc, si vous verrez dans ce communiqué-là, parce que la seule personne qui était avec Chéribin, c'est son garde du corps. Mais quand vous prenez les propos du garde du corps et ce qui a été couché dans les communiqués d'ensemble, je pense qu'il y a il y a des nuances. Et ces nuances-là sont dites à quoi? Alors, moi, ce sont des questions qui questionnent, hein, parce que, vous savez, Chéribin, ce n'est pas n'importe qui. C'est une personne qui incarne beaucoup de valeurs. Ce sont des personnes qui ont été à la base cette révolution que vous avez parlé, de la rupture FCC-Cash. C'est une révolution, une grande révolution, une grande première révolution politique en République démocratique du Congo. Et les gens qui étaient à la base, à la manœuvre, c'était Chéribin, qui ont vraiment milité pour qu'aujourd'hui, nous ayons l'union sacrée. Alors, ce sont des gens qui ont des mérites,
qui ont été à la base même de cette rupture FCC-CAF aujourd'hui, dont nous savourons les résultats déjà avec le 145 territoires, avec plusieurs réalisations à la clé. Et nous disons que on doit bien faire des lectures, on doit voir comment et pourquoi ceci et cela, mais l'enquête surtout, l'enquête internationale où il y a vraiment des médecins légistes, vraiment de grande expérience qui doivent être là. Il y a la MONUSCO, il y a le Sud-Africain, ou il y a encore quel pays? Il y a la Belgique. Hein, je crois qu'ils ont des médecins légistes qui sont vraiment très expérimentés, qui pourront nous déterminer réellement les conditions dans lesquelles... Et une autre chose. Et une autre chose par rapport à cette mort. Ça va prendre le temps. Et une autre chose, ouais. Oui, mais c'est un temps. Et une autre chose, je vais vous dire. Le garde du corps, parce qu'il s'agit de lui, d'après l'information que nous avons reçue du procureur de la Cour de cassation, il a dit que le garde du corps, le matin en venant, c'est le garde du corps qui a dit que nous l'avons retrouvé sur base de GPRS. Et la question est celle-ci. Depuis la nuit, depuis 16 heures, pourquoi les GPRS n'avaient pas fonctionné? C'est la question qu'il faut se poser. Donc le GPRS a fonctionné seulement le matin. Seulement le matin. Pour les retrouver. Parce que le garde du corps, c'est le même garde du corps qui a dit qu'il est parti où il a été, où il serait enlevé. Mais c'est le même garde du corps qui revient à la cour constitutionnelle le matin à 8 heures pour dire que nous l'avons retrouvé. Et c'est le même garde du corps qui a laissé l'arme dans le véhicule. Alors que un garde du corps, quand il laissait l'arme dans le véhicule, c'était pour que qui garde? Donc, moi je suis venu pour te garder, et entre-temps je te laisse l'arme pour que toi tu me gardes l'arme avec laquelle je te garde. Un vrai garde du corps ne ferait... Il avait confiance en son chef. Non, mais est-ce que le chef peut garder l'arme du garde du corps? Ou les gardes, si le chef l'envoie, le garde s'amène avec son arme. Quand il va à la cour constitutionnelle, il prend sa propre arme, il laisse en consigne là-bas, il monte. Donc ce sont des questions qui questionnent. Et nous disons, Chéribin n'est pas n'importe qui. C'est pour cela la République l'a honoré en demandant des enquêteurs internationaux pour enquêter sur sa cause. Et c'est lui qui a comploté contre la vie de Chéribin, qui est un responsable, qui a laissé des enfants. Et j'ai dit que ça va le rattraper. Et tous les complots autour de lui, que la personne soit de l'opposition, que la personne soit de la majorité ou du monde des affaires. Mais cette personne, les Congolais veulent le savoir. Merci beaucoup, Maître Freddy Tshibwabwa de l'Union congolaise pour la République. Merci. C'est une structure de l'Union sacrée de la nation. Alors, nous entamons un autre sujet. Nous allons parler de la table ronde sur l'état des sièges. Vous avez suivi ce qui s'est passé la semaine dernière. C'était au Palais du Peuple. Il y avait une table ronde là-bas. On a invité les notabilités de toute la République démocratique du Congo. Et il y a eu trois groupes. Il y a ceux qui disaient le maintien de l'état des sièges. Les autres disaient la levée et les autres la réqualification. Alors, comment avez-vous, à votre niveau, analysé cette table ronde-là et des résolutions qui sont sorties de cette table ronde? Oui, merci beaucoup, John Eli. Je crois que c'est un problème très, très important pour la sécurité à l'est de la République. L'état des sièges a été décrété conformément à la Constitution. Et c'était une mesure conservatoire par rapport à la situation sécuritaire qui était
vraiment précaires, qui étaient... Maître, je ne vous coupe pas la parole. D'abord, est-ce que cette table ronde-là a été opportune? Oui, le chef de l'État a jugé cette table ronde nécessaire parce que les avis étaient partagés. Les avis étaient partagés. Il y a des avis de la société civile, il y a les avis des politiques, il y a aussi les avis de la sécurité. Donc, il y a les avis partagés. Donc, il fallait mettre tout le monde, il fallait procéder à l'évaluation, je m'excuse, de cette table ronde. Et pour évaluer cette table ronde, il fallait maintenant mettre tous les acteurs en présence pour que chaque groupe puisse vraiment donner des raisons qui militeraient soit à la levée, soit au maintien ou à la réqualification de cette table ronde. De quoi? De l'état de siège, si je m'abuse. Alors, c'est justement ça. C'est ça la sagesse qui a conduit le chef de l'État à convoquer cette table ronde. C'est pratiquement... c'est un exercice purement démocratique. Parce que... Maître, ici, c'est un exercice. Donc, quand le chef de l'État a instauré l'état de siège, n'a pas convoqué une table ronde, mais pourquoi? Tout à fait. Il y avait eu une urgence. Il y avait une catastrophe. Il y avait une catastrophe humaine. Il y a eu une insécurité très croissante que le chef de l'État devrait prendre des décisions. Décisions qui s'imposent pour restaurer la paix à cet endroit à l'est de la République démocratique du Congo. Malheureusement, la paix qui n'est pas... Oui, non, seulement la Constitution ne demande pas à ce qu'il y ait table ronde pour prononcer l'état de siège. Mais la Constitution demande au chef de l'État de consulter le bureau de l'Assemblée nationale et le bureau du Sénat. Ce qui a été fait en son temps, et l'état de siège a été proclamé. Et puis renouvelé à chaque fois. Et maintenant, l'état de siège a perduré, on a senti que les effets de l'état de siège n'étaient pas satisfaisants. Mais là, c'est encore des avis partagés. Parce que quand vous allez par exemple en Ituri, où on ne veut pas de la levée de l'état de siège, où les gens réclament vraiment le maintien de l'état de siège. Là, je l'ai vu, j'ai vu des reportages avec Israël Mutombo. C'est parce qu'ils ont de l'intérêt. J'ai vu des reportages où le peuple dit que, d'abord, les pouvoirs politiques posent des problèmes en Ituri parce que les communautés sont tellement partagées que le gouverneur qui est là, s'il est de telle communauté, ça crée des problèmes. Mais depuis que le gouverneur militaire est là, il y a l'équilibre social. Donc, pour eux, le maintien de l'état de siège vaut son pesant d'or. Et, par exemple, ça, c'est un avis qu'il ne faut pas vraiment prendre à la légère. Vous comprenez? Et même sur le plan de l'insécurité en Ituri, on vous dirait qu'il y a eu une amélioration, même si elle n'est pas de 100%, mais quand même d'environ 50-60% par rapport à ce qu'il y avait auparavant. Quand vous suivez les militaires, qui vous montrent qu'il y a eu de routes qui n'étaient pas fréquentables parce qu'il y avait des miliciens, parce qu'il y avait des rebelles il y avait des ADF là, il y avait de ceci là-bas. Et on vous dit de l'autre côté qu'il y avait des villages, des villes qui étaient sous la coupe des rebelles et des ADF, qui sont quand même libérés, où aujourd'hui on parle de travaux de 145 territoires. Il y a eu construction des écoles, des routes, de ceci, de cela. Cela fait partie du fait que l'état de siège a pu donner un peu de souffle, un peu de sécurité à certains endroits. Mais ça n'a pas été parfait, ça n'a pas été total. C'est ainsi que certaines personnes, surtout de la société civile, parce que vous verrez que
Ceux qui disent que l'état de siège a échoué au Nord Kivu, ce sont des politiciens. Et que nous nous approchons de la période électorale. Alors, pour eux, c'est leur mandat à la clé. Pour eux, c'est leur réélection. Pour eux, c'est le pouvoir politique. Et surtout, les députés et tous ceux qui ont été ministres et gouverneurs. Alors, on comprend qui que veulent tout le monde est derrière son intérêt. Là. Voilà, qui veulent revenir aux affaires. Mais en réalité, c'est pas parce que ça a été du tout mal. On va commencer à faire même les comptages des morts. Pour vous dire que non, voilà, avant l'état de siège, il n'y avait pas autant de morts, mais pendant l'état de siège, même le M23 est venu. Pourquoi le M23 est venu? C'est justement parce que l'état de siège avait commencé à donner ses fruits. Le M23 est venu parce que l'état de siège avait commencé à priver le Rwanda de ses ressources. Le M23 est venu parce que l'état de siège a bloqué l'économie du Rwanda. Vous avez suivi Bitakwira. Il a dit qu'au Rwanda, ils ont déjà plus de 6 mois d'impayés, salaires de militaires, de fonctionnaires de l'État, des enseignants. Ils sont en crise. Leurs industries ne sont plus alimentées comme avant. Les coltons, ils ne sont plus encore premiers producteurs de coltons. Donc, leur industrie minière ne fonctionne plus comme avant. Ça sont les effets de l'état de siège. L'état de siège a permis à la République démocratique du Congo d'accroître sa production en termes d'or. En 2002, pour toute l'année, la RDC n'avait exporté que 22 000 kilos d'or. Maintenant, par mois, nous sommes dans les 300 kilos d'or. Vous comprenez? Tout l'or qui était exploité, tout l'or, c'est avec Primary Gold de l'Arabie saoudite, qui est une firme saoudienne, qui est là en Ituri, qui achète de l'or artisanal. Aujourd'hui, ils produisent jusqu'à 300 kilos d'or le mois. Tout cet or était acheté au Rwanda, on l'a mené au Rwanda. Alors, pourquoi Kagame ne pouvait pas ressusciter le M23? Parce que l'état de siège l'avait asphyxié. Alors, les politiciens ne peuvent pas dire ça. Il n'y a que les gens de la société civile qui argumentent dans ce sens-là. Alors, pour les politiciens, c'est leur poste politique, c'est leur réélection. Alors, les députés, ceux qui ont l'ambition, par exemple, de postuler comme députés provinciaux. Pourquoi ils peuvent accepter l'état de siège? Parce que même s'ils sont élus, ils ne vont pas siéger parce que le gouvernement militaire est là. L'administration militaire est là. Bon, donc, ce qui fait que ça va c'est diamétralement opposé aux intérêts des politiciens. Vous verrez que tous les politiciens de l'Est parlent presque le même langage d'élevé, qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient de la majorité, parlent le même langage d'élevé de l'état de siège. Pourquoi? Parce que ils ont des intérêts privés, parce que c'est le pouvoir, c'est l'exercice du pouvoir. Maître Freddy, aujourd'hui, les civils n'exercent pas le pouvoir. Malgré ça, le M23 n'a pas quitté l'Est de la RDC. Tout à fait. Le M23, c'est l'armée rwandaise. Donc, c'est une armée, parce qu'on ne le dit pas. On veut se cacher. Le M23 n'existe pas. Il y a violation de notre espace par l'armée rwandaise. L'homme 23 n'est rien d'autre que l'armée rwandaise. Les équipements et tout ce qu'ils ont, c'est pour l'armée rwandaise. Alors, aujourd'hui, nous avons un problème. Nous sommes envahis par le Rwanda. Pourquoi? C'est à cause notamment de l'état de siège. C'est parce que le Rwanda, mécontent du fait que tout a été bouché, qu'ils ont décrété, qu'ils ont envoyé, qu'ils prétextent, que l'armée rwandaise prétexte être le M23. En réalité, c'est une armée rwandaise. Alors, ce que je dis, ce que moi je connais, ce qui est vrai, qu'il y a des gens qui sont sincères, de tous les côtés. Mais dire que l'état de siège a échoué, c'est totalement faux.
l'état de siège a amené certaines grandes améliorations. Mais il y a eu des failles au niveau des commandements. Pourquoi? C'est une vérité que la plupart des officiers militaires qui étaient à la manœuvre dans cette opération, ils étaient des Benyamoulins. Ils étaient des Tutsis. Vous les avez vus. Il y a des vidéos dans lesquelles ces officiers militaires quittent le M23 et quittent l'armée régulière pour adhérer au M23. Mais comment dans ces conditions-là, avec une grande partie de l'armée qui était dirigée par les complices de l'armée rwandaise, on pouvait avoir des succès devant le M23? Donc, la réforme de notre armée est la bienvenue avec la loi de la proclamation et nous attendons les effets positifs de cette réforme et la montée en puissance de notre armée. Il n'y a que la montée en puissance de cette armée-là, de l'armée régulière, qui pourra mettre en déroute le M23. Les restes, avec la diplomatie, ce sont des manœuvres dilatoires en attendant. Merci beaucoup. Personne d'autre ne peut venir mourir à notre place pour notre paix. Ok, comme nous avons dit, c'est la toute première expérience de la République démocratique du Congo d'organiser un état de siège. Alors, avec cet état de siège, ceux qui parlent de la réqualification, qu'est-ce que vous entendez par réqualification? Est-ce qu'ils vont parce qu'auparavant, c'était les civils qui dirigeaient les deux provinces-là. Et après, on a mis, ce sont les militaires qui dirigent. Et quand on parle de la réqualification, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est constitutionnel? Oui, voilà. Je vais vous dire une chose. Hein. Les gens, dans leur tête, quand on parle de la réqualification, c'est ce qu'on appelle, ça sera une cogestion entre les militaires et les civils. Ça, je pense que ça n'a pas de base légale. Et c'est justement ce que beaucoup de gens mettent en tête par la réqualification. Ils croient qu'on va mettre un civil à côté d'un militaire pour co-gérer et que cela pourrait peut-être apporter de nouveaux résultats. En soi, le terme réqualification, écoutez, gérer quelque chose. Voilà, le terme réqualification dans ce sens-là n'a pas son sens sur le plan juridique. Mais le terme réqualification peut avoir le sens dans le cadre où on va réorganiser le service de sécurité. On va réorganiser l'administration militaire. On va réqualifier les responsabilités. On va réqualifier le centre de commandement. On va réqualifier la stratégie militaire. Donc voilà le vrai sens que moi j'accorde à la réqualification. C'est le sens de pouvoir renforcer, renouveler, réqualifier la stratégie militaire à l'est de la République démocratique du Congo pour pouvoir mettre fin définitivement à cette situation de la guerre. Je crois que s'il faut aujourd'hui commencer par la permutation de toutes les autorités militaires qui sont là, s'il faut aujourd'hui recréer, redonner de nouveaux jobs militaires, donc donner au fait un nouveau sens de commandement, réformer les brigades qui sont là, réformer les unités qui sont là. Bien sûr, peut-être renouveler, remplacer et aussi rééquiper. Donc, mettre en place
de nouveaux dispositifs Et puis d'après vous, si on réqualifie militaires, l'état des sièges militaires, au Nord Kivu, est-ce que ça peut donner quelque chose? Ça peut donner des fruits. Par exemple, on dit par exemple, moi je ne suis pas militaire, mais c'est faisable, qu'on dise que dans le 2, avec une disposition inconstitutionnelle, oui. Non, il n'y a pas de disposition constitutionnelle. L'administration va rester militaire. La réqualification dans les têtes des gens, pour eux, ils voient la cohabitation de l'administration militaire avec l'administration civile. Bon, c'est-à-dire le gouverneur civil, le vice-gouverneur militaire. Mais c'est ce qu'on appelle la réqualification. Mais ça n'a pas le sens du vrai. Ça n'a pas le sens, ça n'a pas un sens constitutionnel. C'est la réqualification à un sens constitutionnel que dans le sens où c'est une réqualification de la stratégie militaire, du commandement militaire. Mais c'est ce qui est en train d'être fait par notre armée face au C'est ce que M23. je dis. C'est ce que les gens devraient demander. En principe, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, avec les administrations militaires et avec les administrations civiles, on a tué plus de 12 millions de Congolais avec les administrations civiles. Alors, il n'y a que 2 ans que les administrations militaires sont là. On peut évaluer pour voir quel est le degré de l'insécurité par rapport à quand l'administration civile était là. Je vous ai dit ici haut que si le M23 a ressurgi, c'est parce qu'on a mis l'état de siège. C'est-à-dire que le Rwanda a vu un danger venir. Il faut se défendre. Toutefois, je vous l'ai dit que si c'était une administration civile, le M23 aurait pris même le Goma. Alors, on ne peut pas lever l'état des sièges, mais laisser les gouverneurs, laisser l'administration militaire. Pour moi, l'état des sièges est salutaire. Mais il faut seulement réqualifier la stratégie militaire. Renforcer la capacité des militaires qui sont là. S'ils sont fatigués, les remplacer par d'autres militaires. Réqualifier le centre de commandement de l'armée. Doter l'armée de plus de moyens. Et toutes ces administrations militaires de plus de moyens. Les équiper convenablement. Avec des drones. Avec des avions de chasse. Avec des chars automatiques. Avec de missiles et toutes sortes d'armes sophistiquées pour anéantir l'ennemi. Ça ne sert à rien aujourd'hui de croire que quand un gouverneur de surcroît civil à Goma sera là, il va changer la donne. C'est faux. D'ailleurs, quand il va entendre le crépitement des balles, c'est lui le premier à fuir. Voilà, comme l'avait fait autrefois un gouverneur à Goma. Mais c'est ça. Je vais vous poser une petite question. Si vous étiez pris comme un conseiller du chef de l'État, après 3 réponses qui sont sorties de cette table ronde, la levée, le maintien et puis la réqualification, quel serait votre conseil à donner au chef de l'État? Vous croyez, en cette matière-là, pour ce moment, il n'y a plus de questions, de conseils à donner au chef de l'État. Parce que le chef de l'État lui-même a donné l'opportunité aux gens de s'exprimer. Alors, c'est la loi de la démocratie. Ceux qui se seront majoritairement prononcés, ce sont ces gens-là qui vont orienter les chefs à prendre une décision. Mais je crois que la décision de la levée de l'état de siège sera la plus mauvaise décision parce que les civils là-bas, avec tout ce que le Rwanda veut faire, je crois que ça peut vraiment affaiblir les opérations sur terrain. Pour moi, j'aurais souhaité que
l'on puisse assouplir certaines mesures de restriction des libertés. C'est ce qu'on appelle la requalification selon moi. Parce que vous savez, quand on met l'état de siège, il y a restriction de certaines libertés. Donc c'est un état de siège, il y a certaines libertés qu'on supprime parce que on considère que ce sont des zones d'opération. Par exemple, ils ne vont pas voter. Non. Si ça continue jusqu'au mois de décembre, ils ne vont pas voter. Non, ils vont voter. Ils vont voter parce qu'ils ont été enrôlés. Ah, voilà. Ils vont voter. C'est parmi les mesures dont moi je dis qu'il faut assouplir les droits, la liberté d'expression. Voilà, le problème c'est quoi? Leurs députés provinciaux, hein? Ils ne vont pas travailler. Ils ne vont pas travailler. C'est ça le plus grand problème. C'est ça le plus grand problème avec les politiciens de là. Donc ils se sentent menacés parce que leurs intérêts sont étouffés. C'est ça le vrai problème. Tous ceux qui disent que non, il faut lever l'état des sièges, ce sont des politiques. Et dans cette salle-là, à l'Assemblée nationale, mais vous savez, qui était là le nombreux? Ce sont des politiciens. Tous ce sont des candidats là-bas, pour la plupart. Et vous croyez qu'ils vont dire le contraire? Non. Ils sentent que leurs vies sont menacées parce qu'ils ne seront pas aux affaires. Ils ne vont pas exercer le pouvoir qu'ils auront des élections. Et que l'administration militaire risque de perdurer. C'est toutes ces raisons fallacieuses qu'ils évoquent pour l'échec de l'état des sièges sont seulement liées aux intérêts politiques. Il n'y a pas vraiment quelque chose au-delà de ça. Vous savez, nous pouvons parler bien sûr des élections, des libertés qui sont restreintes. Mais quand il y a la guerre, quand il y a l'insécurité, est-ce que vous avez la liberté? Dites-moi, qu'est-ce que vous allez faire de votre liberté là? Parce que l'ennemi vous menace, il entre dans votre maison. Maintenant, vous avez votre liberté, vous en faites quoi? Peut-être, vous pouvez accepter que votre liberté souffre temporairement, mais l'ennemi n'est pas vraiment dans votre chambre à coucher. Mais entre-temps, vous exercez d'autres libertés qui vous sont dévolues, mais en attendant qu'on calme l'hémorragie. Mais en tout cas, je sais que mes amis, mes frères que j'aime bien de l'Est, ils n'ont pas demandé à Dieu d'être à cet endroit-là. C'est le Dieu Tout-Puissant qui a bien voulu accepter qu'eux soient à l'Est, à la frontière, avec un ennemi, Paul Kagame et le Rwanda. Donc, ce n'est pas une volonté politique délibérée qui fait que mes frères qui sont à l'Est soient de temps en temps menacés. Mais c'est seulement parce qu'il y a une mauvaise personne au pouvoir au Rwanda qui ne veut pas laisser les relations entre de bons voisinages prospérer dans le bon sens. Merci. Mes chers frères de l'Est, j'ai compati avec vous, je suis avec vous, et vous savez que les politiciens ont des choix, parfois, qui sont contraires à votre aspiration, seulement parce qu'ils veulent que leurs intérêts soient mis en exergue. Je vous remercie et je sais que ce que je dis, si c'est la vérité, vous le savez bien. Merci beaucoup, chers internautes, chers téléspectateurs. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission Noir sur Blanc. Noir sur Blanc, ce jour, nous avons parlé sur quelques sujets d'actualité et nous en avons parlé avec M. Freddy Tshibwabwa. Il est coordonnateur de l'Union congolaise pour la République UCR. M. Freddy Tshibwabwa, merci d'être venu. John, merci beaucoup. Je savais même qu'on allait parler aussi des élections. Bon. Dieu merci qu'on n'a pas abordé cette dimension, parce que prochainement, nous pouvons en parler. Et je demande aux gens qui vont nous voir à travers la télé et même dans les réseaux sociaux de pouvoir aimer et liker cette émission. Merci beaucoup, M. Freddy Tshibwabwa. Merci. Merci aussi à l'ingénieur qui trônait derrière la caméra. Il s'agit de Christian Kazembe. Moi, je m'appelle John Eli Mboui Ntita. Merci et au prochain numéro.